Bonsoir. Notre invité est un journaliste, un confrère. Avec lui, nous parlerons d'un événement majeur qui se tiendra le 23 avril prochain, organisé par le Forum français des investisseurs en Afrique. Et étant spécialiste de l'actualité africaine, nous ferons un tour d'horizon de l'actualité, marqué notamment par la prestation de serment du 5e président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. Bienvenue dans le Face à Face. Bonsoir Pascal Hérault, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste à l'opinion et comme je l'ai dit en intro, nous parlerons du forum du TIAN organisé conjointement par le Conseil français des investisseurs en Afrique et votre journal L'Opinion. Bonsoir Khalil Bey. Alors, avant de parler du forum, présentez-nous brièvement le Conseil français des investisseurs en Afrique. De quoi s'agit-il concrètement? Il s'agit d'une vieille organisation patronale, à l'époque surtout des groupes familiaux qui s'intéressaient, qui avaient des intérêts en Afrique et qui se sont structurés au fil du temps et qui sont un petit peu un pont pour promouvoir les activités économiques, le business entre la France et l'Afrique. Historiquement, il y a eu de grandes compagnies comme la compagnie fruitière, par exemple, qui est toujours membre, mais qui est à l'origine de ce conseil. Il y a aussi des groupes comme le groupe Villegrain, bien connu aussi, qui était là aussi dans les sucreries, notamment en Côte d'Ivoire, qui était là aussi. Et puis bien sûr, il y a tout un tas d'activités. Il y a des groupes comme Bolloré aussi après qui ont participé, de nouvelles sociétés, des PMI, des PME, des ETI, dans les secteurs des services, etc. Est-ce qu'on a une idée du nombre de dirigeants qui composent ce conseil aujourd'hui? C'est plusieurs centaines, je ne pourrais pas vous dire le chiffre exact. Moi-même, je ne suis pas au CIAN, mais c'est plusieurs centaines. Et on essaye d'avoir actuellement du renouvellement générationnel, d'essayer de promouvoir de nouvelles entreprises, de nouveaux entrepreneurs qui vont s'intéresser au continent africain. Très bien, donc le CIAN organise divers événements, donc le traditionnel Forum Investi en Afrique qui aura lieu le 23 avril prochain au Novotel Paris Centre Tour Eiffel. À quoi faut-il s'attendre? Quelles seront les nouveautés? Quelles seront les nouveautés, pardon? Écoutez, on va beaucoup parler des thèmes d'actualité, les conséquences géopolitiques de la guerre en Ukraine, notamment sur l'économie africaine, avec des focus sur les priorités du continent, notamment la priorité énergétique. On est à un stade où pour l'industrialisation, il faut de plus en plus d'énergie. Pour tout vous dire, je crois que la croissance de la demande chaque année, c'est à peu près 6% par an. Besoin électrique de 6% supplémentaires, donc il faut construire des centrales. C'est l'heure du choix aussi pour un certain nombre de gouvernements africains. Il y a d'un côté ceux qui ont opté pour un mix énergétique, d'autres qui veulent bénéficier des importantes ressources en gaz qu'ils ont sur le continent, notamment le Sénégal actuellement. D'autres qui se posent aussi la question du nucléaire. En Afrique? Oui, c'est le cas de l'Afrique du Sud qui a déjà une centrale, de pays comme l'Égypte aussi. Il va y avoir une table ronde qui sera consacrée à ce secteur énergétique avec ses différentes solutions. On aura aussi une commissaire française de la régulation de l'énergie qui sera là pour donner aussi peut-être les enjeux, les clés de l'énergie pas chère demain pour le continent africain. Bien sûr, il y aura aussi la question du tourisme. On sort d'une longue crise sanitaire, donc pour un certain nombre d'économies africaines qui reposent essentiellement, le tourisme est une part importante de l'activité, je pense notamment à l'Égypte, je pense au Maroc, mais aussi à l'Afrique du Sud, au Rwanda. C'est important de faire valoir que le continent a une période actuelle où il a besoin de relancer son activité touristique. Bien sûr, il y aura les grands sujets classiques qu'on aborde à chaque conférence, la question des infrastructures. On sait très bien que un pays comme la RDC, notamment la RD Congo, va venir présenter un certain nombre de projets. Il y aura le ministre de l'aménagement du territoire aussi du Congo-Brazzaville. On sait très bien que l'Afrique centrale a besoin de développer son maillage autoroutier. On a besoin de construire des ponts. Par exemple, le pont entre Brazzaville et Kinshasa, ça fait partie des vieux serpents de mer, des sujets qui reviennent souvent. Mais
je pense qu'il y a quelques avancées ces derniers temps et quelques signes qui nous font croire qu'on va peut-être enfin réaliser ces grands projets d'infrastructure. Après, il va y avoir encore des tables rondes sur les RH, la gestion des talents. On sait très bien que sur le continent africain, chaque année, il y a des centaines de milliers de jeunes qui arrivent et l'un des objectifs du développement du secteur privé, c'est avoir des talents qui viennent travailler dans les sociétés sur des métiers spécifiques, de plus en plus dans les nouvelles technologies, les services, mais aussi dans l'industrie. Et on sait très bien qu'un certain nombre de pays africains ont eu ces dernières décennies tendance à privilégier les grandes filières de formation universitaire, droit, littérature. Mais l'Afrique a aussi besoin de praticiens énormément. Elle a besoin de médecins, elle a besoin de techniciens, elle a besoin d'ingénieurs, elle a besoin de développeurs dans les nouvelles technologies. Donc on va aborder aussi tous ces sujets et bien sûr il y aura enfin un focus particulier, comme chaque année, sur l'investissement français en Afrique. On parle beaucoup d'une baisse d'activité depuis 20 ans, de perte de marché. C'est vrai, il y a des pertes de marché globalement, mais la France reste quand même assez bien positionnée avec, je crois, une soixantaine de milliards d'euros de stock d'investissement étrangers en Afrique. Donc on parlera de tous ces sujets durant une pleine journée de débats et d'échanges. Et vous animez vous-même une série de témoignages. Voilà, une table ronde. Moi, je parlerai. La RDC. Pourquoi la RDC? C'est un choix de cœur parce que vous avez travaillé au Congo? J'ai couvert en partie, quand je travaillais autrefois à Jeune Afrique, la RD Congo. Je continue à suivre pour l'opinion. Il y a eu des élections récemment. C'est un pays qui a un potentiel énorme. C'est 4 fois et demi la France, plus, je crois, près de 50 fois la Belgique. Des minerais à foison, du coltan, de l'or, des diamants. Il y a aussi la force de ce fleuve avec ce barrage d'Inga qui pourrait électrifier toute l'Afrique. Ça va faire partie, je crois, des discussions qui vont avoir lieu quand le président Tshisekedi va venir fin avril en France pour une rencontre à l'Élysée avec le président Macron. Il y a toute la feuille de route économique du deuxième mandat du président Tshisekedi, je pense, qui va être abordée. Il y a ces mêmes discussions actuellement avec l'Union européenne, dans le cadre aussi de son nouvelle initiative, la Global Africa, qui vise à promouvoir les infrastructures africaines, qui est un peu le pendant ou le projet concurrentiel de One Belt, One Road chinois. Donc, les routes de la soie. Voilà, les routes de la soie. Donc voilà, on va aborder tous ces sujets stratégiques durant le forum. Et qui seront les invités d'honneur cette année? Alors, il va y avoir, du côté de l'exécutif français, on a pour le moment au moins 2 ministres. Franck Riester, qui a récupéré le dossier francophonie et qui fait aussi le commerce extérieur. Il faut savoir qu'il va y avoir en octobre le sommet de la francophonie organisé en France avec l'OIF qui travaille à la réforme, au développement de la francophonie économique. Aussi, donc la France qui accueille et qui héberge l'OIF sera un partenaire important de l'événement. Donc Franck Riester viendra présenter, je pense, les ambitions de cette francophonie économique. Avec lui, il y aura Geoffroy Roux de Bézieux, l'ancien patron du MEDEF, qui est à la tête de l'Alliance des patronats francophones, une alliance qui a été montée il y a 3 ans maintenant et qui vise à mettre en réseau les différents partenariats des pays francophones, donc France, Canada, Belgique, pays africains, aussi des pays membres de la francophonie comme le Vietnam aussi, parce qu'il y a un peu d'Asie. Et donc pour essayer de voir comment on peut promouvoir le business entre pays utilisant la même langue. Il y aura des séquences Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa aussi, comme je vous le disais, notamment sur les infrastructures, sur le développement du
tourisme, avec notamment Jean-Jacques Bouillat qui sera là. Il y aura aussi, comme invité d'honneur, le président général d'Accor, Sébastien Bazin, donc qui viendra décrire toutes les potentialités en termes de tourisme. Accor est très présent en Afrique. Hein. Accor est très présent, on n'arrête pas d'investir dans de nouveaux hôtels, récupère des concessions hôtelières, que ce soit, mais là, toutes zones confondues, hein, Afrique du Nord, Afrique australe, Est, Ouest. Vous savez, il y a une capacité d'accueil touristique qui va croître. Un continent qui va passer de 1,3 milliard d'habitants à 2 milliards en 2050, et qui attire et qui croît en moyenne à peu près depuis une vingtaine d'années à entre 4 et 5% par an. Donc ça veut dire qu'il attire toujours plus d'investisseurs, d'hommes d'affaires, tout ça. Il faut les loger quand ils viennent en mission sur le continent. Il y a tout le tourisme qui est en train de se développer, un tourisme d'affaires, mais aussi un tourisme, comme avec des pays comme la Tunisie, un tourisme médical aussi, un tourisme culturel qui se développe. On voit des pays comme le Maroc, avec les villes impériales. Donc, pour ça, il faut des capacités. Donc, le tourisme et l'investissement hôtelier sont des fers de lance du développement de l'activité. Alors, une dernière question pour refermer cette séquence Forum Tian. Comment on peut participer à cet événement? Il suffit de s'inscrire en ligne hein, sur le site de l'Opinion ou via le CIAN, il y a des renvois. Gratuit. Alors, c'est gratuit pour les journalistes, pour les chercheurs, pour les étudiants, pour les membres du CIAN, pour les entrepreneurs, un certain nombre d'autres publics. C'est payant. Je ne pourrais pas vous dire le prix, je n'ai pas regardé. Moi, je suis journaliste et donc je viendrai gratuitement. Mais voilà, tout est indiqué en ligne. C'est assez simple, il suffit de cliquer sur les liens voilà, pour s'inscrire. Très bien, merci beaucoup. On parlera maintenant d'actualité africaine, parce que vous êtes journaliste spécialiste du continent, avec notamment la prestation de serment du nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. D'abord, comment vous avez accueilli l'élection du plus jeune président sénégalais, du cadet des présidents élus sur le continent? Personnellement, je pense que ça correspond à une période de l'histoire où les populations africaines, on sait que la moyenne d'âge est très jeune sur le continent, 60% de la population en moyenne qui a moins de 35 ans, attend un renouvellement générationnel au sein des pouvoirs en place. Alors ce renouvellement, il a pu se faire de manière brutale dans un certain nombre de pays, avec des coups d'État, des changements anti-constitutionnels, et puis de manière complètement démocratique, avec ce formidable exemple sénégalais où Bassirou Diomaye Faye est arrivé en tête avec plus de 50% des voix au premier tour, avec une campagne assez réduite parce qu'il était en prison, mais l'aura d'un leader qui, avec Ousmane Sonko, hein, le fondateur du PASTEF, sont quand même là dans le paysage politique sénégalais depuis plusieurs années et ont fait leur campagne avec des messages très clairs sur l'appel à la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, un programme de souveraineté économique. Ces messages ont séduit les Sénégalais et c'est toute la grandeur de ce pays, c'est que ces élections dont on se disait qu'elles pourraient peut-être être troublées et tout ça, se sont déroulées de manière quasi parfaite, avec la reconnaissance avec très vite le second qui a appelé Amadou Ba, l'ancien Premier ministre, qui a appelé le candidat victorieux pour le féliciter, le président Macky Sall qui les a reçus, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, à la présidence pour un échange, une transmission de savoir. Donc c'est un exercice assez vertueux qui s'est déroulé et c'est assez encourageant pour le Sénégal. Mais c'est quand même une déroute pour la majorité présidentielle et certains accusent le président Macky Sall d'être le principal auteur de la défaite de l'ancien Premier ministre Amadou Ba. Je pense que vous avez raison.
dans le résultat des urnes, il y a une sanction de 12 années de gouvernance du pouvoir de Macky Sall. Je pense que les électeurs ont voulu faire payer à Amadouba, qui était le dauphin et le candidat du pouvoir, ce qu'ils ont estimé ces dernières années peut-être comme une instrumentalisation de la justice à des fins politiques, avec Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye qui sont retrouvés sous les barreaux. Mais quand on revient un peu en arrière, Khalifa Sall aussi, qui avait fait le maire de Dakar, et Karim Ouad aussi, qui avait fait... qui est actuellement au Qatar. Voilà, qui est actuellement au Qatar, mais qui avait fait l'objet d'une condamnation par un tribunal d'exception qui avait été mis en place par le pouvoir. Je pense que ce qui a joué aussi, c'est les divisions au sein du pouvoir. Il y avait plusieurs candidats, bien qu'un seul ait été adoubé, mais de la majorité présidentielle. Et puis ce sentiment, peut-être qu'il y a encore trop de corruption dans le pays. Et c'est vrai qu'en tant qu'ancien inspecteur des impôts, Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye se présentaient un peu comme les candidats d'une vertu à retrouver, d'une éthique morale. Après, il va falloir les voir à l'exercice du pouvoir. C'est un tandem qui... On va voir ce que ça va donner, ça ne va pas être facile parce qu'il y a, je pense que des questions d'ego vont aussi très vite émerger. L'un est président de la République, mais c'était le numéro 2, c'était le bras droit, et l'autre va devenir nommé premier ministre, et c'était le numéro 1. Donc comment va fonctionner ce tandem? Est-ce que ça va être du Poutine-Medvedev, comme on a vu avec une époque avec Ousmane Sonko, qui était le leader historique et qui va vouloir avoir le leadership sur Bassirou Diomaye Faye? C'est une période peut-être un peu compliquée aussi qui va débuter. Beaucoup de Sénégalais font appel à leur sagesse respective à tous les deux pour essayer que l'attelage qui va mener le pays fonctionne bien, que toutes ces questions d'ego, vous savez, quand on arrive au pouvoir, il y a aussi les courtisans ou les proches des deux qui vont certainement mettre un peu d'huile sur le feu, essayer d'utiliser. Il y a parce que pour Ousmane Sonko, c'est facile de voir Bassirou Diomaye Faye recevoir toute la lumière actuellement, les coups de fil des chefs d'État étrangers. Bon. Il va falloir examiner tout ça et étudier tout ça sur une période un peu plus longue maintenant. Après les 12 ans de gouvernance de Macky Sall, quels sont les grands défis qui attendent le nouveau chef d'État? Je crois que le principal défi, ça va être bien gérer la manne des hydrocarbures à venir. Le Sénégal commence à extraire... Le Sénégal, cette année, fin d'année, devrait rentrer en production, notamment gazière, avec ce gisement qui est à cheval sur la Mauritanie et le Sénégal, le gisement de Grande Tortue. Ça doit profondément changer le visage du Sénégal dans les années à venir. Le FMI tablait cette année sur une croissance de plus de 8% pour le Sénégal. Après, je crois, 3,7 ou 8 en 2023. On risque de ne pas les atteindre parce que l'entrée en production est sans cesse légèrement différée, mais elle va venir assez rapidement, même si c'est pas... Qu'est-ce qui retarde cette entrée en production? Vous savez, c'est essentiellement technique. C'est toute une chaîne de production qu'il faut mettre en place. Il y a eu un peu des retards, mais ça va, même si ce n'est pas en fin d'année 2024, ce sera en début d'année 2025. Donc il y a cette manne importante qui va arriver. Alors comme dans tous les contrats pétroliers et gaziers, au départ, comme il y a des opérateurs étrangers, notamment British Petroleum sur le gaz, la part qui revient à l'État sénégalais n'est pas la plus importante au début, le temps du remboursement des investissements de la compagnie pétrolière, mais ça va monter quand même assez rapidement. Donc c'est une manne financière importante à la disposition du Sénégal dans les années à venir, et c'est surtout ce gaz, ce qui va permettre de développer l'industrialisation. Parce que autour de ce grand projet de développement des hydrocarbures au Sénégal, il y a tout un volet construction de centrales électriques à gaz.
Donc on sait que le Sénégal veut développer l'industrialisation. C'est dans le projet économique de Bassirou Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko aussi, développer des pôles régionaux, investir sur l'agro-industrie, développer les plateformes de services. Et tout ça, quand on monte des industries, ça consomme énormément d'énergie. Donc il va falloir mettre en place toutes ces centrales électriques, peut-être aussi continuer à développer le mix énergétique au Sénégal. On sait qu'il y a du solaire, on sait qu'il y a du photovoltaïque, il y a des projets comme ça, mais ça va être avoir cette énergie pas chère, ça va être une des clés de la réussite du programme de développement économique du Sénégal de demain. Justement, sur le projet de transition énergétique, le Sénégal a reçu une subvention de la part du G7, si je ne me trompe pas, oui. À l'instar des autres pays qui exploitent le gaz et le pétrole. Du côté de l'Hexagone, le président français a rapidement félicité son nouvel homologue. Il a même contacté dans la foulée en plein déplacement au Brésil. Est-ce qu'il y a une crainte du côté de la France de perdre cet allié historique ? En tout cas, on ne peut pas dire que le président Macron ne courtise pas les nouvelles autorités. Ils sont de la même génération. Hein, en plus. Ils sont de la même génération. Il y a eu des déclarations dans le passé, des nouvelles autorités, notamment sur la question de la souveraineté nationale, des partenariats mutuellement bénéfiques. Ça voulait dire, la question de la fin du CFA, justement. Ça voulait dire, et puis cet affichage, cette volonté de rupture, ça voulait dire en creux, peut-être que la relation que l'on a avec la France n'est pas tout à fait équilibrée. Et nous, on n'acceptera pas de néopaternalisme sur les questions de souveraineté nationale. C'est tout ce dialogue maintenant qui va devoir se mettre en place avec les autorités françaises. La France reste un partenaire majeur du Sénégal. Premier investisseur, je crois deuxième partenaire économique derrière la Chine. C'est aussi un partenaire sécuritaire important. On sait qu'il y a toute cette coopération militaire, que ce soit dans le domaine maritime, dans le domaine aérien, dans le domaine de la formation de l'armée de terre, avec une présence permanente des éléments français du Sénégal. C'est actuellement en cours de rediscussion, dans le cadre de ce qu'a décidé le président Macron, de rediscuter avec tous les pays où il y a cette présence française de l'avenir de ce partenariat. Pour la France, c'est un enjeu stratégique majeur. Sur l'Afrique de l'Ouest, historiquement, il y a deux grands pays sur lesquels on s'appuyait pour promouvoir nos intérêts économiques et promouvoir notre influence géopolitique, c'est le Sénégal et la Côte d'Ivoire, avec derrière, quand on a ces deux pays, aussi de l'influence dans les pays de l'Hinterland. Donc c'est un enjeu majeur pour le président français et pour la France que la coopération, le partenariat se poursuivent. Ce sera, à mon avis, pas simplement aux conditions des Français. Maintenant, il va falloir tenir compte. Il y a de nouvelles autorités. Il fallait déjà en tenir compte, mais peut-être encore plus de ces nouvelles autorités qui arrivent avec un programme un peu différent, beaucoup plus de démocratie sociale, de gauche. Les premières rencontres vont être importantes, voire on sait que Bassirou Diomaye Faye, par exemple, veut engager une réflexion sur l'avenir du franc CFA. Oui. Il ne peut pas agir tout seul. Il va devoir consulter ses pairs de la sous-région. Est-ce qu'on va sortir dans son programme, je le relisais hier, il y avait la volonté de mettre en place une nouvelle monnaie avec une convertibilité flottante. Bon. C'est un peu le projet de l'éco qui est resté suspendu. C'est le projet de l'éco, mais le projet de l'éco n'a pas été suspendu de la volonté des Français. C'est à l'époque le Nigeria et le Ghana et d'autres pays qui ont dit voilà, on n'est pas encore prêt. La France a beaucoup évolué sur la question du franc CFA et depuis François Hollande a dit aux pays africains si vous voulez sortir, vous sortez. C'est votre souveraineté. Pourquoi un certain nombre de pays restent dans le franc CFA? Parce qu'il y a aussi beaucoup d'avantages. Ça permet de limiter l'inflation. Pour les investisseurs étrangers, ça permet de ne pas avoir une monnaie flottante. Et on a vu ce que le CEDI ou le NEA
des monnaies comme ça ont subi ces dernières années avec les différentes crises. Là, ça permet de rester... alors même si on estime que cette monnaie peut être un peu surévaluée par rapport aux besoins de pays qui ont besoin d'exporter notamment, mais ça permet d'avoir de la stabilité. Donc ça veut dire que pour les pays qui investissent, les investisseurs, pouvoir faire des projections sur le moyen et sur le long terme. Ça permet de limiter aussi l'inflation. Quand on a été touché, quand toutes les chaînes logistiques ont été perturbées, comme avec la crise sanitaire, avec des coûts de fret ou des garanties d'assurance, ce qui se passe actuellement en mer Rouge qui explose, ça permet de contenir les prix. Donc voilà, tous ces sujets-là, je pense, seront mis sur la table par Bassirou Diomaye Faye. Il peut décider unilatéralement de se retirer du franc CFA. Il faut voir comment les marchés, les investisseurs, les opérateurs économiques sénégalais, est-ce qu'ils y sont prêts? J'ai plutôt l'impression, quand je regarde ces dernières déclarations depuis qu'il est élu, qu'il veut surtout engager une réflexion et qu'il n'est pas prêt à rompre unilatéralement du jour au lendemain. Donc, mais je pense qu'il va poser la question lors des premières réunions. Je pense UEMOA, CEDEAO, à ses pairs africains. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai envie d'évoluer. Pour son investiture aussi. Merci beaucoup Pascal Hérault. Je rappelle que vous êtes journaliste pour l'opinion et spécialisé l'Afrique. Merci Caroline. Merci à vous, chers téléspectateurs, et je vous dis à très bientôt.